Le test consiste à tromper au moins 30% des juges humains en 5 minutes à travers des échanges de textes. Jusqu'à aujourd'hui, aucune machine n'avait jamais passé le test. Ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'avoir un ordinateur qui peut tromper un humain et l'amener à penser que quelqu'un ou même quelque chose est une personne dans laquelle nous avons confiance est un signal d'alarme sur la cybercriminalité. Donc nous avons donc un des professeurs de l'université Reading où a été organisé samedi dernier donc ce test. Il faut rappeler simplement que il est mort à 60 ans en 1954, celui qui a créé donc ce programme informatique. Il est considéré comme le père de l'informatique. C'est donc Alan Turing, donc, qui est décédé. Il est célébré chaque année depuis 1966. Chaque année depuis 1966, il est célébré. Patrick qui a trouvé les images, il s'agit de... c'est lui-même qui est là. Oui, c'est lui-même. Voilà. Ça fait plus de 60 ans qu'il est mort. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, on va vous passer les temps forts de ce qui a été dit sur ce plateau juste après avoir reçu le révérend Makosso qui va faire son entrée sur ce plateau. Révérend, venez, vous êtes bien installé. Vous avez froid? Venez. Venez, révérend. Merci. Ça va bien? Super bien. Merci. Vous êtes bien équipé. Un bouquin et un DVD. Un DVD, voilà, je vous débarrasse de tout ça. Merci beaucoup. Ça va? Tout va bien. Alors, toujours occupé à former, à discipliner et à organiser les pasteurs. Tout à fait. Écoutez, l'église protestante évangélique, c'est près de 7 millions de fidèles. Nous disons une masse de cette population dont les leaders ne sont pas formés peut être un danger demain. Dès lors, nous avons pris le soin de lancer l'opération d'identification des pasteurs aujourd'hui qui fait son bonhomme de chemin. Nous sommes maintenant à près de 10 000 pasteurs. Et dans cet élan, nous avons décidé d'organiser la jeunesse. Et le 5 juillet, le ministre de la Jeunesse ainsi que le gouverneur d'Abidjan reçoivent les jeunes. Nous allons prendre le soin de déballer à l'État de Côte d'Ivoire le programme que nous avons avec l'archevêque Assida Zito pour les jeunes en Côte d'Ivoire. C'est un séminaire de puissance aussi qui aura lieu demain. Demain, le séminaire intitulé Ouen pour vaincre, comme on le voit sur les images. C'est près de 500 à 700 pasteurs qui se retrouvent tous les mercredis. C'est inédit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Des personnes qui viennent de l'intérieur du pays dans le but de participer. Demain, nous avons l'arrivée exceptionnelle du prophète Lumbu, Emmanuel Lumbu, que nous appelons Big Prophet de la Belgique, qui prendra le soin de donner un enseignement assez particulier, assez fort sur l'art des maîtres. Il prendra le soin d'enseigner aux hommes de Dieu, aux simples hommes d'affaires, comment devenir un maître dans son domaine. Et c'est un événement vraiment important parce que demain, l'archevêque Assida Zito prendra le soin de faire des prières en faveur de la Côte d'Ivoire. Et en son nom personnel et au nom de toutes les églises protestantes évangéliques, nous aimerions présenter nos condoléances à l'église catholique qui vient de perdre le cardinal, qui est un père à nous tous. Et vraiment, nous sommes vraiment tristes pour toute cette grande famille religieuse. Nous aussi, nous sommes tristes. Mais demain, de façon exceptionnelle, l'archevêque prendra le soin de se prononcer. Donc, nous lançons un appel à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes qui opèrent dans le domaine des affaires. Et de façon exceptionnelle, à 120 élèves qui doivent passer, je peux le dire, le concours de bac, l'examen de bac, qui doivent être là demain. Ce serait une opportunité pour eux de venir recevoir la prière venant de tous ces hommes de Dieu qui se rassemblent dans le but de prier, demander à Dieu de leur donner le succès. Et ils auront aussi l'opportunité de pouvoir obtenir le livre qui aujourd'hui, depuis hier, les téléspectateurs ne font que m'appeler, qui est le bouquin Les secrets de la réussite. Un bouquin assez... Je bénis le Seigneur parce que depuis 4 ans, je l'ai écrit. Je n'avais pas d'abord voulu le publier parce que tous mes secrets y sont. Parce qu'un enfant qui quitte Abobo et puis par la grâce de Dieu visite 34 pays, il y a des secrets. Tout n'est pas une question de se lever d'aller à l'église. Le monde est un monde de secrets, c'est un monde de système. Il y a les intelligences, il y a les contre-intelligences avec les bases d'anticipation. Donc il est plus qu'important que chaque Ivoirien demain se procure ce livre et il y a un seul lieu pour pouvoir l'obtenir, c'est à l'église évangélique La Bénédiction qui est située à Gamay 220 logements. Tout à fait une église climatisée. Parce que ce sont des personnes sérieuses. Une personne qui veut réussir, Aristide ne va pas me contenir, c'est une personne sérieuse. Parce qu'il y a 2 types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui veulent réussir et il y a ceux qui veulent accompagner les autres. J'appelle de façon solennelle toutes les personnes qui veulent réussir à se procurer le bouquin Les secrets de la réussite. Demain, le séminaire démarre à partir de 9 h. Et pour toute information complémentaire, ils auront aussi le DVD avec les 12 enseignements des plus marquants qui ont été donnés à Ouen pour vaincre. Et pour toute information, il y a 2 numéros, le 04 68 40 40. Je reprends le 04 68 40 40 et le deuxième numéro qui est le 09 50 93 59.
09 50 93 59. Identification des pasteurs, séminaire où ils pouvaient prier pour les élèves candidats au bac demain 9h, Église évangélique La Bénédiction. Merci, révérend. C'est moi qui vous remercie. Patrick vous admire. Patrick et Aristide. Énormément. Aristide vous admire. J'ai lu le livre. Il m'a dédicacé au livre il y a un mois, c'est ça? Tout à fait. Et j'ai lu le livre, vous savez, j'aime beaucoup lire et je dois dire qu'il y a vraiment beaucoup de secrets là-dedans. Et je me retrouve par moments parce que moi aussi j'ai beaucoup voyagé par la route et j'ai fait ce qu'on appelle l'aventure. Parce que l'aventure est un tout dans la mesure où vous avez tout un ensemble qui a tous des enseignements tout à fait instructifs et tout un ensemble qui a tous des enseignements tout à fait énigmatiques. Parce que les prouesses que l'on extirpe du mythe de l'aventure arrivent la plupart du temps de façon inopinée et constituent l'aboutissement normal d'un processus de travail longue haleine, persévérant, d'abnégation et de courage. Merci beaucoup. Ça, c'est Aristide. Voilà. Vous êtes sur Garde de Contact, le temps fort du plateau d'hier. Selon vous, le continent africain, sur le continent africain, pardon, est-ce que le service public est fourni convenablement? Voici ce qui a été dit sur ce plateau. Et après cet temps fort, on passera sur la toile avec Patrick Ndiaka parce que vous avez été nombreux à suivre la rediffusion et vous avez posté vos réactions et opinions. À tout de suite. En Occident, il faut avoir le courage de le dire, le service public est très bien assuré. Parce que en France, par exemple, le français, il a le souci de l'État français. Il a ses droits, il a ses devoirs et c'est connu de tous. Ici, on a aussi nos devoirs, on a nos droits, mais c'est méconnu. On a l'impression que nous ne sommes pas, en tant qu'Africains, en tant que peuple de nos nations, nous ne sommes pas les soucis premiers de nos dirigeants. Et quand c'est comme ça reflète un peu et ça réjaillit sur toute la chaîne. Et au niveau des pays africains, déjà, les usagers ne sont pas bien fournis, quoi. Ça veut dire que ceux qui sont censés de s'occuper des usagers ne font pas leur travail. Abdoulaye Lido Kanaté est un peu à la même réaction que M. Sédinon. Il dit dommage, avec les NTIC, l'Afrique reste encore dans l'analogie. Le problème est au niveau des ministères de tutelle qui doivent se concurrencer en modernisant leurs différents secteurs, mais hélas. Je pense que même dans nos sociétés traditionnelles, il y avait un élan de service public parce qu'on avait quand même le souci d'avoir nos puits, on avait le souci d'avoir nos routes, on avait le souci d'enseigner nos enfants, même si ce n'était pas l'école académique d'aujourd'hui. Mais ce dont Céline parle, c'est de mettre au centre de notre démarche aujourd'hui les valeurs africaines qui fondent l'égalité, qui fondent la mutualité, qui fondent la continuité. Diop, vous n'étiez pas là hier, on vous donne l'occasion de vous rattraper. Selon vous, oui ou non, le service public est bien fourni aux populations africaines? Par moment, on peut dire oui, parce qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de choses qui ont été faites. Mais c'est pour moi la plus grande difficulté qu'on a, c'est dans la tête des gens et dans la formation des personnes et dans le matériel fourni pour que ça soit adapté. Je prends un exemple tout simple. Déjà, on a beaucoup avancé en termes d'infrastructures, pour le bien-être des populations. Mais après, nous-mêmes, en tant que population, on entretient mal ce bien. La deuxième chose, les services dans l'intérieur des pays. Vous savez, par exemple, je ne veux pas citer forcément de l'eau, mais je prends les directions dans les pays, les DR dans les pays et dans les villes de l'intérieur. On demande par exemple à un DR de travailler dur pour remonter des données. Il n'a pas Internet, il n'a pas de moyens de déplacement. En fait, il n'a rien. Il travaille de façon préhistorique. J'utilise ce mot-là, Djemé. Comme au temps de Mathusalem. Oui, au mois de Mathusalem. Et nous, en tant que population, on demande des résultats à ce monsieur. On a des exigences envers lui. Mais ce n'est pas de sa faute. Ça dépend de comment c'est géré de là-haut vers le bas. Tout en sachant que les différentes entités à l'intérieur du pays, c'est ce qui rend fort l'entité dans la capitale. Parce que dans la capitale, il y a plus d'accès à tout, mais il y a moins d'informations essentielles pour la survie de nos populations. Je commence là d'abord. C'est-à-dire qu'il faut que les Africains apprennent à se plaindre.
Parce que généralement, on ne se plaint jamais. Non, il se plaint. Non, on ne se plaint pas. Ça dit que on ne se plaint pas. Il y a une ou deux personnes qui se fâchent souvent et disent ce qu'ils veulent, mais on ne se plaint pas parce qu'on ne connaît pas nos droits. On ne connaît pas nos droits. Les Africains, on ne connaît pas nos droits. Ouais. L'Africain ne se plaint pas pour les bonnes choses. Je Il se plaint pas pour les bonnes choses. Je pense, parce que imaginez ces personnes-là, ils se disent quoi? Déjà, on n'a pas accès à l'emploi. Ça, c'est un véritable problème qu'on a en Afrique. Donc, quand quelqu'un a un petit poste dans une région, il est obligé de s'accrocher, même s'il doit souffrir. À tout prix. Voilà, à tout prix. Je Moi, viens. je ne parle pas de lui d'abord. Oui, même il y a nos un service qu'il rend aux autres. Ce sont les autres qui doivent se plaindre d'abord. Mais c'est nous-mêmes, on est dangereux. Lui, il va dire quoi? Non, toi, on t'a donné un poste et puis tu veux te plaindre. Lui, c'est ce qu'ils vont lui dire. Mais moi qui dois me servir, il doit me servir. J'ai besoin. La dernière fois, quand vous avez parlé de l'État doit essayer, puis j'ai dit que non, un État ne sait pas. Un État doit agir. Donc, on t'a mis dans un poste. Par exemple, un préfet ou un sous-préfet est dans un poste, il n'a pas de véhicule de commandement, il ne peut pas se déplacer. Mais c'est la population qui doit se lever pour se plaindre d'abord, avant ce préfet. C'est ce que je veux dire. Parce que la population. Ça, c'est ce que vous justement, quand tu vas à l'hôpital, tout de suite, et que celle qui doit te recevoir, l'infirmière qui doit te recevoir ne te reçoit pas, en train de causer au téléphone avec quelqu'un, les gens ne se plaignent pas. Tout de suite, elle va avoir peut-être des petites discussions avec l'infirmière, et puis elle est partie, c'est fini. Elle doit aller se plaindre chez le directeur de l'hôpital. Il faut que les gens puissent se plaindre. Mais tu n'as même pas accès au directeur. Maintenant, si tu n'as pas accès au directeur, tu vas te plaindre aussi au ministère. Faut-il que le directeur soit là? Justement. Parce qu'il faut qu'on ait l'habitude de se plaindre aussi. D'accord. Quand il dit se plaindre, je n'ai pas de faire des grèves. Mais il faut ce qui est notre droit, il faut qu'on doit se battre pour avoir notre droit. On doit se plaindre. Si vous faites ça parfois, moi, on vous reçoit cette expression-là, excusez-moi, que les Africains ne connaissent pas leurs droits. Mais on n'a jamais communiqué même sur le droit. Parce que c'est ça le problème. Il y a des lois, il y a des droits des gens, ils ont leurs devoirs, on ne communique pas là-dessus. On ne communique pas sur la loi. Non, il faut. Nul n'est censé ignorer la loi. Non, mais nul n'est censé ignorer la loi. La loi, on la trouve où? Dis-moi, quelqu'un qui habite à 800 km de tout, il la trouve la loi. Alors, où ça? Jusqu'à ce qu'il commette un crime ou bien un excès, il se retrouve devant la justice, on sort toute la grande batterie de lois qui le condamne et il est là, il est stupéfait parce qu'il ne sait même pas un mot dans cette loi. C'est ce que je voulais dire. Ça, c'est une façon de dire. Ce que moi je voulais dire à la suite de Seydina. Non, Kenda, moi, ce thème-là nous a toujours punis. C'est comme ça. Nous a toujours mis... Non, c'est comme si tu me dis le monde a commencé par un bim-bang. Ça, c'est insulter notre intelligence. Ça veut dire qu'arrivé un moment, le raisonnement s'arrête. C'est une explosion. Quel est le rapport avec ce que nous disons? Le rapport, c'est quoi? C'est que tu dis nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas moi qui le dis. Non, mais ce thème-là, c'est ce qu'on combat. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que derrière, tu apprends la loi à tout le monde. Ouais, il trouve que c'est un thème générique qu'il faut... Alors, moi, ce que je voulais dire, moi, je ne vais pas abonder dans la polémique de la loi et autres. Ce que moi, je voulais dire, c'est que, en réalité, quand j'ai écouté Ismaël Diop et Seydina, je me rends compte moi-même que c'est parce que c'est la méconnaissance, c'est l'ignorance qui fait que les gens peut-être ne revendiquent pas, les gens peut-être ne s'adressent pas à la bonne porte. Et c'est pour cela qu'il faut une organisation de la société. Il faut que même dans les programmes scolaires, comme dit Seydina, qu'on introduise les programmes d'éducation civique. Et c'est dans le programme d'éducation civique qu'on enseigne. Il y en a déjà. Oui, qu'on va enseigner aux tout petits dès maintenant. Il y en a, c'est facultatif même d'ailleurs. Voilà, donc voilà. il faut donc... Non, le directeur était là la dernière fois, désormais... Nous, on avait vu, c'était dans le coefficient 1 à l'époque, coefficient 1, ça veut dire que ce n'est pas important. Non. Les élèves font souvent des calculs. Lorsque le directeur est passé, le responsable de la trouve... Souvent on prend un professeur de français ou bien un professeur de physique qui va faire ça. Il n'y a pas un professeur formé pour ça. Ça va s'arrêter, cette inégalité. Je voulais continuer de dire que regardez par exemple les impôts. Même quelqu'un qui est dans un taudis sait comment payer, qui doit payer ses impôts. Pour aller faire sa pièce d'identité, il sait qu'il y a des taxes qu'il faut payer. Est-ce qu'on enseigne ça à l'école? Parce qu'on te punit directement, on te traque chaque jour que Dieu fait. C'est parce que pour que tu saches. Il faut qu'on te punit, que tu vas connaître la loi. Non, ce que Dieu veut dire ici, quand l'État reçoit, tu es au courant. Ça, tu es au courant. Quand c'est toi qui dois payer, quand tu dois recevoir, tu n'es pas au courant. Tu sais qu'est-ce que tu dois payer, qu'est-ce que tu dois payer. Parce que tu ne veux pas être au courant. Non, c'est pas que tu veux pas être au courant. Attends, Kenda, tout le monde n'a pas la chance
Non, c'est pas une question d'école. Non, écoute, C'est pas une question d'école. Quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, vous vivez dans un monde où vous devez vous renseigner comment fonctionne ce monde. Quand vous conduisez une voiture, vous ne pouvez pas passer au feu rouge. Vous ne voulez pas un feu rouge. Vous savez que dans un pays, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Vous savez que quand vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas aller voter. Il y a beaucoup de choses. Vous savez que quand vous avez... Ça, tout le monde sait. Que quand tu as moins de 18 ans... Non, je prends des exemples. Par exemple, ça, dans la loi, ça c'est divulgué. Il y a la grosse communication derrière. Parce que c'est ce qui amène les gens au pouvoir en Afrique. Quand on parle de vote, tout le monde sait que quand tu as moins de 18 ans, même quelqu'un qui n'a jamais quitté son village, il sait ça. Mais pourquoi, quand il s'agit des droits et des devoirs des gens, il n'y a pas de communication autour? Quand on veut vendre un produit à une population, il y a la grosse batterie de communication qui suit. Aujourd'hui, là, quand tu prends n'importe quel produit public, par exemple, même quand tu vas dans un village, quelqu'un peut te dire ce que c'est, ça sert à quoi? Mais quand on te dit, par exemple, que tu ne dois pas faire ça, sinon la loi te condamne, quelle loi qui le dit? Pourquoi on le dit? Les populations ne savent pas. Le problème, c'est qu'en Afrique, moi je le dis, nous ne sommes pas chers aux yeux de nos dirigeants. Ça, il faut être clair. Nous ne sommes pas chers. Voilà. Ainsi se referme cette partie. On passera la parole aux personnes interrogées par rapport au sujet du jour. Si il y a contre-performance dans le secteur, dans le service public, quelles en sont les raisons? Et s'il y a performance, quelles sont les raisons des performances? Alors, vous êtes appelés à réagir au 22 42 54 et aussi sur la toile juste après ce qui suivra. Bon, la bonne gérance maintenant des services. Au départ, chacun se disait, bon, c'est pour le public, et moi je n'ai rien à foutre. Mais maintenant, chacun commence à prendre conscience. Il y a du mieux, ça s'améliore. Au niveau de la faiblesse, ce sont les acteurs qui sont formés, effectivement, pour animer les services publics qui en font une faiblesse. Vraiment bref, Patrick, on va transiter par vous sur la toile et tout à l'heure, la parole va revenir sur le plateau parce que le plateau a beaucoup bougé. Ah ouais. 22 42 54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et donner les raisons des performances et ou des contre-performances du service public sur le continent africain. Patrick, on est à vous sur la toile. Nous avons la réaction de M. Laï Biboli Franck qui nous dit, comme je l'ai dit hier, je pense que les contre-performances des services publics sont dues au fait qu'il n'y a pas d'anticipation et de vision stratégique en Afrique. Tout a tendance à se faire dans l'urgence et la précipitation. Comme l'a souligné Aristide ici, hier et aujourd'hui. Oui, hier et aujourd'hui. Sekongo Ali, on peut certes pointer du doigt les dirigeants, mais notons surtout la paresse et la négligence, surtout la mauvaise foi de certains travailleurs du service public, comme le disait hier M. Seydinan. Mais tout cela s'explique par un manque de suivi des plus hauts responsables, sans toutefois ignorer dans certains cas les salaires misérables. Pour l'instant, on va s'arrêter à M. Zach Abi Monet qui nous dit « Je pense qu'en Afrique, les populations ne prennent pas soin des domaines publics. L'État ne peut pas tout faire. Le minimum que l'État fait, il faudra bien gérer, sinon ça va être la même au lieu de construire de nouvelles infrastructures, l'État va toujours réparer, rénover et on perd toujours des années. » Voilà, ils ont des façons de rédiger, hein. C'est pour aller vite que l'autographe est comme ça. Et Zach, il est déjà dans la fête du mondial. Hein. Oui. Sa photo de profil, c'est un ballon. C'est exact. Sur la pelouse. D'accord. Pour les éléphants. Alors, on va en Suède retrouver M. Zach. Il est avec nous. Excusez-nous, ce n'est pas M. Zach. M. Cavalli, il est en Suède. Cavalli, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous suivez le débat depuis un certain moment. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux raisons des performances, s'il y en a, ou des contre-performances, s'il y en a. Oui, moi, tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que bon, vous faites un grand boulot. Merci. Je remercie aussi Seydina. Et un coucou spécial à Aristide Nkenda et Diop. Voilà. Et bon, tout d'abord, moi, je pense que le problème en Afrique, c'est surtout au niveau de la corruption, quoi. Au niveau de la... Et là, je vois que la corruption a pris le dessus sur, comment on appelle ça, la morale professionnelle, quoi. C'est la corruption. Oui.
Donc, selon vous, d'abord, est-ce qu'il y a des performances ou des contre-performances dans les services publics? Non, mais les performances, d'abord, c'est difficile s'il y a la corruption, parce que la corruption est un frein au développement. D'accord. Quel que soit ce que les dirigeants feront, même si on a des bons projets, si ça ne suit pas à la base et puis il y a la corruption, c'est difficile, quoi. Est-ce que vous avez quelques tuyaux pour freiner ou endiguer cette corruption-là? Voilà, pour moi, à mon niveau ici, je vis dans un pays qui fonctionne bien. Et quand vous regardez le plus souvent les pays vraiment qui sont en tête des pays, on peut dire des pays intègres, c'est les pays scandinaves, les pays nordiques. Donc ici, vraiment, même quand je prends le cas des hôpitaux, même s'il s'agit d'une opération, on fait l'opération, on n'exige pas l'argent d'abord aux usagers, quoi. Ça veut dire que l'homme est au centre de tout. Et c'est ce qu'il faut en Afrique, et essayer de punir un peu la corruption. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous et bonne journée. Merci. 22 42 54, vous pouvez intervenir à la suite de M. Cavalli qui nous a appelé depuis la Suède. Seydina. C'est ce que je voulais dire. On n'est pas cher. Bon, voilà, l'homme n'est pas au centre des intérêts. C'est le matériel qui est au le centre. berceau de l'humanité, on a toujours dit qu'il y a la chaleur humaine ici, la solidarité, voilà, ça veut dire, et la vie en communauté développée. Et du coup, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les Africains ont abandonné ce qu'aujourd'hui les Européens sont en train de développer. Pendant les Européens n'avaient pas ça au départ. C'est nous qui avons ça. Mais ils ont découvert que ces gens-là ont de la valeur. Et cette valeur-là, nous allons... C'est la valeur humaine. La solidarité. D'accord. Est-ce que tu comprends? L'entraide. L'entraide même est dans notre constitution, le coup qu'on fond. Est-ce que vous comprenez? Donc je me dis que au lieu de dire, voilà, des médecins ils vont aller faire le serment d'Hippocrate. Hippocrate lui-même qui n'a pas inventé, la médecine moderne. La médecine moderne a été inventée par Imhotep, un Égyptien noir. Au lieu de faire le serment d'Hippocrate, serment de ci, serment de cela, mais faisons des serments sur nos valeurs. Nos valeurs. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le service public suppose la satisfaction à donner à un besoin d'intérêt général, c'est l'aspect fonctionnel. Mais il y a les principes directeurs, il y a la continuité, par exemple dans les hôpitaux. Vous voyez, des gens d'un hôpital, les employés d'un hôpital peuvent gréver par exemple. Mais est-ce qu'ils sont autorisés à faire une grève sauvage? Est-ce que depuis, c'est ce qu'on a dit par rapport à la Poste, est-ce qu'on a adapté nos services à l'évolution des besoins collectifs, aux exigences de l'intérêt général? Ensuite, on a un avantage, la neutralité, la laïcité, qui nous permettent de nous mettre à distance et pouvoir servir. Est-ce que tous ceux qui occupent les fonctions qui nous servent au quotidien sont conscients de cette disposition? De tout ça. De tout ça. Parce qu'il doit avoir une formation de civisme. En fait, Je veux dire même, est-ce que toute la population comprend ça? C'est ce que Seydina disait. Parce que ce que Seydina dit, c'est quoi? Est-ce que nous-mêmes sommes conscients des droits que nous avons? Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous pouvons revendiquer, de ce que nous pouvons attendre d'un service public? Parce que les gens confondent service public et secteur public. Alors que le service public peut même être offert par un secteur privé. Par exemple, en Côte d'Ivoire, vous connaissez l'eau, l'électricité, Dans la mesure où ton argent rentre dedans, il faut que tu aies satisfaction. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, M. Sanogo, il est au 22 42 54. Sanogo, bonjour. Oui, bonjour Mohamed. Ça va bien, Sanogo? Oui, ça va. Vous êtes dans la capitale. Vraiment, je suis content pour l'émission et je tiens à saluer d'abord toute l'équipe, votre équipe. Voilà, ils sont tous là. On garde le contact. Voilà. Bon, je vais donner un peu mon avis par rapport aux dirigeants sur les services publics en Afrique. Oui. Voilà. Pour moi, je pense que les dirigeants, c'est un problème de rigueur et de suivi. Parce que les services publics en Afrique, tous ceux qui s'occupent des fonctions ou bien des secteurs dans le milieu, bon, ils mettent un peu la négligence parce que c'est l'État. Donc, moi, je pense que les dirigeants doivent avoir une certaine rigueur. Quand il y a une contre-performance dans un secteur, il faut aller jusqu'à la sanction, ou bien voir même, comment on appelle ça, donner un peu, peut-être changer même les postes, s'il le faut. Parce que moi, je pense que ça peut un peu apporter. Parce que quand tu penses que quelqu'un occupe un poste dans le service public, c'est ce qu'il fait. Il ne met pas du sérieux dans ce qu'il fait. Pendant ce temps, il y a un autre qui a le même diplôme que lui. Et qui a envie de bien faire. Et il n'a pas accès au poste. Vous voyez?
Donc, ça pose pas mal de problèmes. Donc, les dirigeants africains doivent avoir une rigueur dans la gestion des services publics. Une certaine rigueur, je veux bien dire. D'accord, merci. Voilà, c'est ce que je pense un peu. Cavalier de la Suède a trouvé qu'il y a de la corruption à combattre. Vous trouvez qu'il faut combattre la négligence et mettre beaucoup de rigueur dans la gestion du personnel concernant le service public. Diop, avant-ci. Déjà avec le service public, il faudrait que la population sache que ce monsieur qui est derrière le bureau, c'est grâce à ton argent qu'il existe là. Parce que c'est pourquoi les gens ne se plaignent pas. Parce qu'ils se disent, c'est pas moi qui le paye. Donc il peut faire ce qu'il veut, c'est faux. C'est grâce à tes impôts, c'est grâce à ta contribution dans une nation que ce monsieur-là, son poste existe. Grâce à chaque achat que tu fais sur le territoire ici. Alors Ismaël, est-ce que le service public est un bien? Je viens. Même, prenons les multinationales qui font le service public. Mais c'est parce que tu payes des factures qu'il est là. Sinon, il ne pourra pas être payé. Il n'aura pas assez l'entreprise n'aura pas assez de moyens pour l'embaucher. Donc, déjà, il y a... Je ne parle pas des personnes qui sont assises dans leur bureau, qui gèrent une histoire qu'on ne comprend pas trop. Mais partout où le public se rend, pour qu'on lui rende quelque chose où tu vas, par exemple, que ce soit l'eau ou l'électricité, par exemple, souvent, il y a des gens qui se comportent mal dans des comptoirs. Mais tu es caissière parce qu'il y a des gens qui viennent payer des factures. Voilà. À partir du moment où les populations lambda vont comprendre que c'est leur argent qui fait que tu es là, je pense qu'ils peuvent se plaindre. Mais la deuxième chose, ce que vous dites, ce que tu dis dans tous les services, que ce soit dans le service public ou le service privé, dans toutes les entreprises, même dans les caisses d'un comptoir, quand vous arrivez, la première chose c'est l'accueil. Donc c'est normal. C'est normal que... Mais je crois que ça, c'est un épiphénomène. Mais si on n'a pas l'accueil... Attends, c'est un épiphénomène. Le véritable problème... Tout de suite, vous avez posé un problème. Vous avez posé un problème. Tu veux vous voir maintenant? Non, je parle de vous. Ah, d'accord. Ouais. Vous avez posé un problème, vous avez dit c'est l'ignorance qui fait que les gens se plaignent pas. Donc aujourd'hui, on leur dit, il ne faudrait pas qu'ils restent dans ça. Parce que l'ignorance, c'est quoi? C'est parce que tu ne sais même pas, toi, ton argent sert à quoi? Je parle terre à terre. À partir du moment tu n'es pas conscient de ton importance. Écoute, aujourd'hui... Ce qu'on a dit, c'est la prise de conscience, conscience oui, collective. Mais il faut le dire d'une façon, parce qu'il y a des milliers de personnes qui nous regardent et ils n'ont pas forcément la même capacité d'écoute. Donc, il faut le dire de façon très simple. C'est ton argent qui fait qu'il est là. D'accord, on va jouer la prolongation. Donc, s'il déconne, lundi et mardi prochain, on va jouer la prolongation. Je voulais juste parler de la corruption. Mais c'est fini. C'est fini. On a pris par le temps. Tu vas à la Mathusalem? Ça sera là, le lundi et le mardi prochain. On vous donne rendez-vous le jeudi du côté du Ping pour un autre enregistrement de Musique Actu. RTI2 vous invite à l'enregistrement de votre programme musical préféré, Musique Actu, le jeudi 12 juin 2014, à 14h au Pink Club de Marcory avec le Nec Plus Ultra de la musique ivoirienne. Entrée gratuite sur présentation de la carte d'invitation à retirer à la RTI Cocody et au Pink Club Marcory. Mise en place dès 13h. Musique Actu, la musique avance. Demain, on sera ici avec Bidefer et Aubin Manfei pour chercher les pièces manquantes au développement de l'industrie musicale sur le continent africain. Quant à vous, Nkenda Diop Seydina, on se retrouvera ici lundi et mardi pour la prolongation. Et aussi, il va à la Mathusalem. Les autres déclinaisons. Merci à Fatou Koulibaly, merci à toute l'équipe. À demain, 13h15, temps universel. Les programmes se poursuivent sur RTI2.